je quitte ma cellule, je quitte ma cellule, je quitte ma cellule, je traverse les couloirs, je salue mes amis, je les dis à plus tard, je me quitte pas Bordeaux, du moins pas encore, je m'évade dans les mots et la musique des noirs, ma vie est un roman, ma vie est une chanson, qui en est l'auteur, c'est toute la question, des questions que je me pose envers et en pose, je te salue Marc. Je vis au jour le jour, espérant de voir demain qu'à l'attitude d'aujourd'hui et que la vie ne vaut plus rien. Je vis au jour le jour, espérant de voir demain qu'à l'attitude d'aujourd'hui et que la vie ne vaut plus rien. Je vis au jour le jour, espérant de voir demain qu'à l'attitude d'aujourd'hui et que la vie ne vaut plus rien. Je quitte ma cellule, je quitte ma cellule, je quitte ma cellule, je traverse les couloirs, je salue mes amis, je les dis à plus tard. Je ne quitte pas Bordeaux, du moins pas encore, je m'évade dans les mots, la musique des noirs. Ma vie est un roman, ma vie est une chanson, qui en est l'auteur? C'est toute la question, des questions que je me pose envers et en pose. Je te salue Marc, je te plaide ma cause. Seul dans ma cellule, je remonte ma confiance devant la société qui m'a mise en attente. Seul dans ma cellule, je remonte ma confiance devant la société qui m'a mise en attente. Seul dans ma cellule, je remonte ma confiance devant la société qui m'a mise en attente. Marc Chabot, bienvenue parmi les souverains. Allons-les! Salut Marc Chabot et bienvenue parmi nous. On va passer un bel après-midi ensemble. Moi c'est Joe. Salut Marc, bienvenue à Souverain Anonyme et passe une belle journée avec les souverains de Bordeaux. Moi c'est Lionel. Bonjour Marc, my name is Richard and nice to meet you. Salut Marc, bienvenue au Souverain Anonyme, moi c'est Gaëtan. Salut Marc, moi c'est Serge, bienvenue au Souverain Anonyme. Salut Marc, mon nom c'est Michel. Et tout comme toi, je suis écrivain. J'espère t'apporter une lumière à notre noirceur de la prison. Bonjour Marc, mon nom c'est Alain et on m'appelle le chansonnier. Bonjour Marc, mon nom c'est Vanel, bienvenue au Souverain Anonyme. Bonjour Marc, mon nom c'est Rubens, bienvenue à Bordeaux Beach. Ninja P, what's up? Bonjour Marc, mon nom est Mario. Salut Marc, mon nom c'est Johnny, bienvenue à Bordeaux. Edbald, bienvenue parmi nous. Je m'appelle Minou, bienvenue parmi nous. Living in a world where there is no war, no, oh no, oh great, oh imagine living in peace and love and harmony, yeah, yeah, yeah. Oh, what a wonderful world it would be, a world of tranquility, yeah. Bravo, ouais, c'est bon, hein? Vous écoutez Souverains Anonymes, les détenus de la prison de Bordeaux à Montréal rencontrent Marc Chabot, philosophe, écrivain, à l'occasion de la Journée mondiale du livre et des roses. Propos de cette rencontre, le suicide. Vous écoutez la première partie de cette rencontre. Bonjour Marc. C'est un plaisir particulier pour nous aujourd'hui de recevoir pour la première fois à Souverain Anonyme un professeur de philosophie. Tu es aussi écrivain, poète et auteur de plusieurs chansons connues, dont L'Ange Vagabond, qui est une de mes chansons préférées. Ton dernier livre s'intitule En finir avec soi, sur le suicide. Mais avant d'aborder ce sujet grave, faisons d'abord connaissance et parle-nous un peu de toi. Parle-nous de ton enfance, de ta jeunesse comme pensionnaire, et dis-nous comment, en 1966, une chanson comme Les Désespérés de Brel te donnait beaucoup d'espoir. Ben moi, en premier lieu, je tiens à vous remercier énormément de m'avoir invité et je suis très content d'être ici. Ça va me changer de mes cours à des jeunes de 16-17 ans au cégep, d'une part. Et d'autre part, je pense que ça vaut la peine de rencontrer toutes sortes de monde. Il y a eu les artistes, Claire, Richard, Marie-Philippe, etc. Moi, je vous chanterai rien, hein, parce que ça sera pas beau.
Je m'en vais surtout discuter avec vous autres, comme tu dis, d'une question grave. Pour ce qui est de mon enfance, je suis né à Durham-Sud, qui est un petit village près de l'Avenir puis Drummondville, entre Richmond et Drummondville. J'ai resté là à peu près 12-14 ans. Je me suis retrouvé pensionnaire à Ayrscliff, près du lac Massawippi, dans le canton de l'Est. Puis après ça, mes parents déménageaient à Québec, puis j'ai fait mon cours de philo à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Puis je me suis retrouvé professeur de philosophie dans un cégep, maintenant depuis 24 ans. Commence à être fatigué. Puis j'ai écrit un certain nombre de livres. Les premiers livres que j'ai écrits, on vous en a parlé un peu, ils ont commencé vers 1980-81. Puis c'est des livres sur les gars. Sur ce qu'on appelle aujourd'hui la condition masculine. J'avais écrit un premier livre qui s'appelait Chronique masculine, où je m'interrogeais davantage sur ce qu'on appelle la condition masculine. Qu'est-ce qui fait que nous autres, les gars, des fois, on a de la misère à exprimer nos sentiments? Qu'est-ce qui fait qu'on est des boules d'émotions puis on le laisse pas sortir? Qu'est-ce qui fait qu'on avait une conception de la sexualité? Je pense que ça a changé pas mal depuis ce temps-là, mais qu'on avait une conception de la sexualité assez étriquée, puis que il y avait des filles qui disaient qu'on faisait l'amour comme des machines à coudre. Puis après ça, moi je savais pas. Tu sais, quand t'écris des livres, c'est quelque chose d'un peu anonyme. T'écris, t'es tout seul chez vous, puis tout à coup, ça se retrouve dans une librairie, puis il y a des gens qui te lisent, puis les gens qui te lisent, t'es rencontres pas nécessairement. Il y avait un gars qui me lisait, qui s'appelait Richard Seguin, puis je le savais pas. Sauf que lui, quand il lisait mes livres, ce qui l'intéressait davantage, c'était de souligner des phrases que lui voyait dans une chanson. Vous collaborez pour la première fois ensemble? Ça fait 11 ans. Les deux premières chansons qu'on a écrites, c'était L'Ange Vagabond puis Journée d'Amérique. Okay. Puis ils ont 11 ans cette année, ces chansons-là. C'est mes deux premiers textes de chansons. C'est des bonnes chansons. Je savais pas, là. Mais à l'époque, quand Richard m'a appelé, je trouvais pas ça du tout évident. J'étais un maniaque de musique, j'en écoute, j'en achète continuellement, puis vraiment, ça fait partie de ma vie, la musique puis la chanson, mais de là à en écrire, c'est une autre chose, tu sais. C'est différent, hein? À être un consommateur, on peut être un très bon consommateur de musique puis un très mauvais créateur. Quand Richard m'a dit, moi je pense que tu dois écrire des chansons, évidemment ça aide aussi de travailler avec Richard Seguin, là. À l'époque, j'étais content, là, parce que tu pars pas à zéro, tu sais. Tu donnes des mots à une voix comme celle-là, ça aide, c'est comme travailler avec Claire aussi, là. C'est un peu la même chose. Mais ce que j'ai aimé, c'est aussi par la chanson, on réussit à dire d'autres choses qu'on réussit pas nécessairement à dire dans un livre. Comme actuellement, par exemple, il y a beaucoup de gens qui me demandent, vu que tu as écrit un livre sur le suicide, tu me feras-tu une chanson sur le suicide? Puis je vais t'avouer que pour l'instant, je suis incapable d'écrire une chanson sur le suicide, je sais pas pourquoi. Mais c'est pas du tout la même écriture, c'est pas la même sensibilité, puis j'arrive pas à faire le passage entre le livre puis la création d'une chanson. Je devais à 66, j'ai à peu près 15 ans. Je pense que c'est marquant, les chansons qu'on entend qui sont des textes profonds. C'est plus marquant de l'entendre à 15 ans que de l'entendre à 40 ans. À 40 ans, on a déjà un acquis de vie derrière nous. On est capable... Mais là, c'est comme si Brel était venu me dire en pleine face,
oui, le désespoir est possible. Oui, puis moi, ça allait pas bien dans cette période-là. À 15 ans, là, je peux bien vous le dire à vous autres, moi, j'ai triplé mon secondaire 3. Tu sais, aujourd'hui, je peux dire que je suis professeur de philosophie, là, bon. Mais j'ai triplé mon secondaire 3. J'ai recommencé 3 fois, cette affaire-là, tu sais. Puis c'était, à l'époque, il n'y avait pas de décrocheur. C'est qu'on restait collé là, ces bancs d'école, j'aimais beaucoup le hockey. Puis disons que toute ma passion passait dans le hockey. Puis tu m'aurais dit un jour tu vas écrire des livres, j'aurais dit niaise-moi pas, tu sais. J'étais rendu que je détestais l'école, là, parce que évidemment, à la 3e fois que tu reprends la même année, je sais pas si à cette époque-là, tu ratais une matière puis tu recommençais toute ton année. À cette heure, il y a des promotions par matière, mais dans ce temps-là, puis moi, c'était en grec que j'étais pas bon. Ouais, peut-être. La grecque, c'est compliqué. Mais je pense que, je vais dire ça, presque 25 ans plus tard, c'était pas moi qui étais pas bon, c'était le prof. Salut Marc, je m'appelle Lionel. Pour m'identifier dans ce contexte, le suicide. Tu as écrit un livre de 161 pages sur le suicide que tu as intitulé « En finir avec soi ». Ma sœur et mon frère sont morts. Ils se sont tués eux-mêmes, suicidés. Pilule, fusil. C'est un acte quelque part un jour, une nuit, 2 cerveaux ont bloqué. Je leur pardonne de m'avoir fait vivre cette souffrance intérieure que j'ai projetée à l'extérieur. Merci mon Dieu d'être ici aujourd'hui avec vous, ici présent. Marc, d'habitude, le suicide, c'est le domaine des psychologues, des sociologues et des statisticiens. Alors, qu'est-ce qu'un philosophe peut dire de différent? C'est une question que longtemps je me suis posée. Je te dirais, au tout départ, j'ai jamais oublié quand j'étais étudiant au cégep qu'un prof m'avait fait lire un livre d'Albert Camus, qui est un philosophe, un livre qui s'appelle Le mythe de Sisyphe. Puis les 3 premières phrases de ce livre-là sont les suivantes. Il n'y a qu'un seul véritable problème philosophique, c'est celui du suicide, c'est-à-dire du sens de la vie. Puis j'ai jamais oublié cette phrase-là. Je savais pas qu'un jour ça m'intéresserait au point que j'en écrirais un livre, là. Mais effectivement, tu as tout à fait raison quand tu dis que c'est d'abord un problème de statisticien. Et je dirais ce pourquoi ça devient ennuyant, c'est qu'on a juste des statistiques sur le suicide puis qu'on n'a pas de réponse sur le sens. Il y a 3 ans, j'ai été invité dans un colloque de l'Association québécoise de suicidologie puis SOS Suicide Action Montréal, qui m'ont demandé d'aller faire une petite communication de 10 minutes à une salle de spécialistes composée de psychologues, de psychiatres, de médecins, etc., en insistant davantage sur le côté philosophique. Puis pour moi, dans ma tête, ce que ça voulait dire, le côté philosophique, ça voulait dire réfléchir sur le sens de l'acte. Qu'est-ce qui fait qu'un humain sent, à un moment donné, que la vie, pour lui, c'est quelque chose de fini? Ou qui est prêt à tourner la page? Puis je voulais pas juste me contenter de faire un témoignage, mais je voulais m'interroger sur le sens de l'acte, puis aussi ouvrir à autre chose au niveau de la pensée que juste des statistiques ou juste un témoignage où quelqu'un nous raconte son vécu. Le sens de la vie, c'est quelque chose qui regarde tous les êtres humains. Le sens de la vie, c'est pas quelque chose qu'on construit en pleine solitude. Des fois, ça arrive qu'on va le construire en pleine solitude, envers et contre les autres. Mais le sens de la vie, ça nous concerne tous. On est tous impliqués
collectivement dans ce que devrait être la vie, soit dans une société, dans une famille ou dans un couple ou ailleurs. Puis c'est ça que je voulais aller voir. Puis dans cette petite conférence-là, j'avais décidé d'insister sur une notion, celle du secret. Les gens qui se suicident, la plupart des gens qui se suicident emportent avec eux un secret. C'est-à-dire qu'on ne saura jamais exactement pourquoi, ou rarement on sait exactement mais pourquoi ils ont fait ça. Puis plusieurs, on les a même pas vus venir. Ils n'en avaient pas parlé. Ils l'avaient pas dit aux autres. Il y en a qui l'annoncent. Un écrivain comme Hubert Aquin, dès l'âge de 19 ans, il dit « Un jour, je vais me suicider ». Puis il finit par le faire. Mais moi, c'était sur cette notion de secret-là, au départ. Cette notion de secret-là laisse ceux qui sont les témoins du suicide dans un terrible état d'être et état de questionnement. Puis aussi, parfois, encore pire, dans un état de culpabilité fort avancé. C'est-à-dire qu'on se sent, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Tu sais, tu parles de ton frère, tu parles de ta sœur, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Etc. Puis c'est ça que j'avais décidé de travailler. Puis quand la conférence a fini, il y a plein de gens qui sont venus me voir en me disant, il n'y a jamais personne qui parle de ça. On parle tout le temps des statistiques, puis en plus, on a tendance aussi à faire des suicidaires des malades. Puis ça me fatigue. Moi, je suis pas sûr que c'est des malades. C'est des gens qui ont une interrogation profonde sur le sens de la vie, même quand ils trouvent qu'elle n'a plus de sens. Ils continuent de réfléchir là-dessus. Puis je me suis dit, le seul moyen d'éclaircir ça, dans un premier temps, la notion du secret, c'est d'aller voir chez les écrivains qui se sont suicidés. Eux autres, parce qu'ils sont des écrivains, ils ont dû laisser un certain nombre d'écrits qui vont me permettre de m'approcher de ce secret-là. Pas de tout le comprendre, rêvons pas en couleur, hein. Je pense qu'il va rester, mais on écrirait 3000 pages sur le suicide d'ici l'année prochaine, il va rester une épaisseur de mystère considérable. Mais au moins, de ne pas avoir peur de l'affronter, ce mystère-là. En allant voir chez les écrivains, j'ai l'impression d'avoir découvert énormément de choses. Oui, je voudrais rajouter, parce que je me souviens, ma sœur, quand elle s'est suicidée, elle a eu le temps de réfléchir, parce qu'elle a pris la peine d'écrire une lettre avant de partir, comme quoi qu'elle déléguait ses biens à mon auteur. Puis je me souviens, c'est qu'elle m'avait lancé un message, mais je l'ai pas capté. Elle disait qu'elle voulait partir. Puis c'était jamais tellement dans ses habitudes de s'éloigner de sa région. Puis elle voulait s'en aller en Californie. Je me souviens qu'elle avait dit ça. Mais par après, par exemple, je peux dire que j'ai été obligé de partir moi-même. Je pouvais plus rester dans la région. Puis qu'est-ce que j'aimais pas? C'est que les gens autour de moi, au lieu de chercher à comprendre qu'est-ce que moi je vivais, c'était plutôt de voir comment c'est arrivé, comment ça s'est passé. C'est la scène, là, l'image. Ils voulaient voir ça. C'est ça qu'ils voulaient voir. Puis ça me dépassait. Je me disais, non, je m'en vais. Même la fille que je fréquentais dans ce moment-là, je me souviens, là, elle conduisait, puis c'était ma blonde, c'était la fille avec qui je partageais ma vie. Puis même elle ne pouvait pas comprendre. J'ai ouvert la porte de l'auto, je me souviens, puis j'ai poussé avec ma jambe, parce que je me sentais incompris. Vraiment, là. Puis je suis parti. Je suis allé dans une autre province pour m'éloigner du monde qui était proche de moi, mais qui ne pouvait pas vivre à côté de moi dans ce que je vivais là. J'avais à le vivre, puis c'est assez spécial pour ceux qui restent, je pense. Puis moi, c'est drôle, je vais terminer là-dessus. Parce que j'ai souvent entendu, c'est des histoires, je pense que c'est peut-être des accroires qu'on peut se monter à la tête. C'est héréditaire, puis si l'un le fait, l'autre le fait. Puis moi, je me suis toujours accroché, pendant que ma mère, elle vivait. Je me disais, je peux pas faire ça, ma mère. Puis par après, ma mère est décédée en 88. Je me suis dit, là, c'est mon petit-neveu. Je me dis, je pourrais pas lui faire ça. Parce que je sais qu'est-ce que c'est. C'est tout. Oh, puis, je voulais terminer là-dessus.
Parce que quand j'ai lu le titre de ton livre, « En finir avec soi », je me suis posé la question, vas-tu écrire la deuxième partie, « S'aimer soi-même » Ouais, c'est intéressant parce que on a eu de la misère avec ce titre-là. On va dire, on a eu de la misère à le trouver, le titre. On voulait pas appeler ça juste le suicide. Moi, je leur avais suggéré quelque chose, ils ont jamais voulu, là, mais c'est devenu le titre d'un chapitre. Là. Nous sommes tous Moi, je me comprenais quand je voulais appeler ce livre-là « Nous sommes tous des suicidés ». Ce que je voulais dire par là, c'est qu'on passe tous notre temps à tuer des choses en nous. Des choses qu'on voulait être, des choses qu'on constate à cause de l'âge, à cause de toutes sortes de choses qu'on pourra jamais être. Puis c'est une forme de suicide. On doit tuer des choses en nous aussi, là. On pourra pas être tout ce qu'on voulait être. Le suicidé, c'est celui qui décide de ne plus être rien. Que lui, tout est fini. Il assassine d'un coup tout ce qu'il voulait être. Il abandonne. Ouais. OK, je te remercie, Marc, pour tes réponses. Merci beaucoup. Merci. Tu cherches qui? Tu cherches quoi? De l'eau et masse jusqu'à L.A. Peut-être une trace de parenté, un peu de toi ou un abri. Il y avait de l'encre dans ton stylo, des mots qui chantent sur ton rouleau. T'as pris la route du bout de la nuit, t'as viré de bout seul dans Paris. Dans ta mémoire, il y a des tiroirs de sales histoires, de sans-espoir, le Merrimack et du cognac, de grandes prières pour ton petit frère. Un apôtre sans Jésus-Christ, d'un bord à l'autre de ce pays. Dans ta mémoire, il y a des tiroirs d'amour brisé, canoc croqué. Tu savais bien qu'un immigré parle pas pour rien au monde entier.
Vous écoutez Souverains Anonymes, les détenus de la prison de Bordeaux à Montréal rencontrent Marc Chabot, philosophe et auteur du livre En finir avec soi sur le suicide. On revient après cette pause. Noir et blanc dans le même système, derrière les murs, café crème. Noir et blanc dans le même système, derrière les murs, café crème. Noir et blanc dans le même système. Bonjour, je suis Marc Chabot, auteur, philosophe, et vous écoutez Les Souverains Anonymes. Marc Chabot est l'auteur du livre En finir avec soi sur le suicide. Bonjour Marc. Si tu permets, on va essayer d'être concret l'un à l'autre. Dans ce personnage-là qu'il m'a mis, il a mis un jeune homme de 20 ans, mais j'aimerais me mettre en situation du gars de 37 ans. Supposons qu'en faisant une marche sur la rue Partenay à Montréal, que tu me vois en train de marcher, en train de monter le pont Jacques-Cartier, puis tu vois dans ma démarche un petit peu un homme chancelant qui regarde le vide. Je sais que tu n'es pas un psychiatre, je sais que tu n'es pas un psychologue, tu es un philosophe, d'après ce qu'on nous dit. Comme un bon citoyen, tu veux bien me prêter assistance? Je voudrais savoir, moi, qu'est-ce que tu vas faire? Et surtout, qu'est-ce que tu vas me dire? Moi qui commence à trouver l'eau du fleuve douce et profonde. Je suis pas sûr que je commencerais par te parler de suicide. Si je te rencontrais puis que je voyais ça, je te parlerais de ton histoire. Je te demanderais de me raconter. Je te demanderais de m'en parler. Mais je te dirais, je commencerais pas par te dire ça va pas bien, hein, veux-tu en parler? Ça, je trouve que c'est une attitude de psychologue. Des fois, ça marche, mais c'est assez raté. Je vais te donner une anecdote, moi aussi, qui m'est arrivée il y a à peu près un mois. J'ai donné une conférence au Cégep sur le suicide dans la semaine de prévention du suicide au Québec. Ils m'ont demandé de leur parler de pourquoi, en plus, la question qu'ils me posaient, c'est pourquoi il y a plus d'hommes que de femmes qui se suicident. J'ai donné ma conférence, tout a bien été, là. J'ai parlé à peu près pendant 1 heure, bon. Environ 160 personnes. La première personne qui s'est levée, c'était une femme qui avait à peu près 35-40 ans. Puis elle a dit, moi, j'ai jamais demandé de vivre. Un jour, je vais me suicider. Un jour, quand je saurai que je fais le moins de mal aux gens qui m'entourent, je m'en vais partir. J'haïs ça, vivre. Puis elle allait loin, là, tu sais, elle a dit, moi, j'ai jamais choisi de naître. Mes parents, c'est 2 égoïstes qui se sont frottés ensemble, puis ça a donné moi. Tu sais, c'est assez raide, là. Elle est là devant toi, t'en connais pas rien. Ça fait drôle parce que je voulais le faire, je vais le faire plus tard, mais je sais pas si on se rappelle hier, hein, quand on a parlé de ça, je trouve que souvent il y a des gens qui sont nés avec la conscience de ne pas être à bonne place parce qu'ils n'ont pas été désirés. Et je dois t'avouer que moi-même, dernièrement, j'ai commencé à voir la réalité à l'âge de 12-13 ans qu'il y avait quelque chose de pas normal en moi. Et je trouve que souvent, je t'écoutais là tout à l'heure, puis je suis pas hypocrite, j'ai bien des problèmes à rencontrer des gens qu'on leur met des titres. Parce que je trouve des fois ça fait des distances entre le compétent et justement le sentiment d'être incompétent ou d'être faible à certaines situations. Puis j'ai toujours trouvé que la sexualité, à une certaine époque, elle était construite d'une façon très animale. C'était un acte, mais on n'a jamais vu l'acte dire au moment que le gars y allait jouer « Ah, je veux un enfant de toi! » J'ai jamais senti ça, moi. Soit qu'après l'acte, on prenait conscience qu'on était heureux de l'événement d'avoir un enfant, ou ben donc on avouait que c'était une erreur, on vit-tu avec l'erreur. Et j'ai eu un long cheminement, parce que le suicide n'a jamais été une chose que j'ai envisagée, moi.
Et j'étais dans un bas fond profond. Mais de t'écouter tout à l'heure, là, ça fait du bien de voir que tu penses pas comme les cons psychiatres, puis cette gang de connards-là qui ont pas de vécu, je trouve, puis qui se donnent la peine de te juger ou de te donner des réponses sans les avoir vérifiées. En tout cas, je te remercie beaucoup. Ben, ça me fait plaisir, mais je rajouterais une chose, juste la madame qui me pose une question, là. Justement, dans la salle, il y a un gars qui travaille au centre de prévention du suicide qui se lève puis qui demande d'arrêter de parler. Parce que il dit, ce que tu es en train de dire, t'as pas le droit de dire ça devant du monde. Tu peux venir le dire dans un bureau, mais dis pas ça publiquement, ça peut déranger trop de monde. Moi, je trouve ça très grave, parce que elle a dit au gars, toi, ferme ta gueule, c'est pas à toi que je parle, ça, Chabot, c'est à lui que je veux savoir qu'est-ce qu'il pense de ce que j'y ai dit. Mais je trouvais ça triste parce que comme si, moi je pense qu'il faut pas prendre les humains pour plus fragiles qu'ils sont non plus. C'est ça. Quand on est assis toute la gang dans une salle, on est capable d'en prendre. On n'est pas là pour se suicider, on est là pour travailler des idées, puis les travailler ensemble. Puis pas nécessairement en spécialiste. T'sais, moi je me considère spécialiste de rien du tout, mon cher. Dans ce cas-là, je vais poser une autre question. Je trouve souvent que chez les psychologues ou les psychiatres, là, leur taux de réussite est pas effrayant. Est-ce que vous leur faites peur, vous autres, les philosophes? Est-ce que tu leur as fait peur? Est-ce que tu leur les faites shaker parce que les gens voulaient peut-être plus t'approcher que de les approcher eux? Je sais pas si je leur fais peur, puis je te dirais c'est pas dans mes intentions. Là, au départ, là, tu sais, ils ont une méthode, mais j'aime pas ça qu'on regarde l'humain comme un malade potentiel. Au départ, racontons-nous nos propres histoires, qui sont, tous les humains ont leur propre histoire de souffrance, leur maladie, leur raté, leur rêve échoué à quelque part. Si on réussissait juste entre nous à se parler de ça, on n'aurait pas besoin de se faire soigner d'une certaine façon. Je pense que les humains portent en eux assez de force pour être capables se rejoindre dans leur humanité. Puis c'est juste le pari que je fais. Tu sais, mon intention n'est pas d'attaquer les psychologues ou des fois je trouve qu'ils ont des défauts. J'ai reçu une lettre d'un gars de Paris que je connais pas, je l'ai jamais vu. Il vient de finir de lire mon livre. Je sais pas c'est qui ce gars-là. Il me dit j'ai 33 ans, je suis suicidaire depuis l'âge de 15 ans. Je suis rentré dans une librairie pour m'acheter un livre, pour me convaincre encore que je suis un malade. J'ai fini par acheter votre livre, je l'ai lu d'un bout à l'autre. Je vous remercie de pas me penser comme un malade. Ben. Puis moi, la phrase de Camus, là, c'est la liberté, là, c'est aussi la liberté de se tuer. Mais je suis pas sûr qu'il faille faire ensemble un espèce de plaidoyer pour le suicide non plus. Ça veut-tu dire que si on te mettrait le pouvoir de gouverner, t'accepterais que les gens soient libres de mourir comme ils le veulent? Je l'inscrirais pas dans la loi, par exemple. Mais tu laisserais les gens... Je pense qu'en certaines occasions, oui, il y a des gens qui peuvent décider que leur vie, c'est fini. Merci beaucoup. Salut Marc. Tu dis dans ton livre que le suicide, c'est comme une façon ou d'une autre de quitter la vie. Si je comprends bien, ça veut dire qu'il faut pas juger le suicidé ni comme un courageux, ni comme un lâche. J'aimerais savoir pourquoi tu ressens alors une admiration particulière pour les suicidés. Je suis pas sûr que je les admire tous. Il y a certains suicides que j'admire, oui, parce que il y a certains suicides qui, à mes yeux, m'apparaissent comme des actes de liberté. Tu sais, un des lieux où il y a eu le plus de suicides, ça a été dans les camps de concentration à Auschwitz.
Puis ces suicides-là, il faut les penser vraiment comme des actes de liberté, c'est-à-dire, évidemment, on n'est pas tous dans des camps de concentration, là, mais dans les camps de concentration, il n'y en avait plus de liberté pour l'individu qui était là. Puis je pense je dis pas une grossièreté en disant que c'était encore pire que dans les prisons, là. Puis tous ces gens-là, plus particulièrement les Juifs, les Gitans et tous ceux qui étaient dans les camps se disaient « Un jour, je vais y passer, moi aussi. » C'est sûr, à Auschwitz, je pense que c'est 96% des gens qui étaient au camp qui sont morts. Ben, il y a des gens qui décidaient toutes les nuits de se suicider en disant « C'est ma seule liberté. Au moins, ils choisiront pas le moment où... Ils choisiront pas le moment de ma mort. » t'sais. D'une certaine façon, penser comme ça, je te dirais oui, il y a un acte d'admiration pour les suicidaires, mais c'est pas toujours un acte d'admiration. Je te allé à Rimouski récemment, donner une conférence encore, puis il y a un gars dans la région, tu sais, il est marié, il a une maîtresse, ça fait 2 ans qu'il a sa maîtresse, il en a jamais parlé à sa femme le découvre, puis elle divorce. Puis là, le gars commence à déprimer un peu. 4 mois après, c'est sa maîtresse qui le quitte. Lui, il a encore les clés de l'appartement de sa maîtresse. Il s'en va se suicider dans le lit de sa maîtresse. Moi, ça, c'est un suicide que j'admire pas. Dans le sens où t'as pas à faire payer aux autres ta propre dépression. Tu sais, je me dis, pauvre fille, là, il n'y a pas beaucoup de femmes sur la terre qui peuvent dire, moi, là, il y a un homme qui s'est suicidé dans mon lit. Puis je suis pas sûr que ça s'oublie facilement. Marqué à vie. C'est marqué à vie, puis ça, c'est le genre de suicide que je n'admirerais pas. À mon avis, ton acte de liberté doit être poussé jusqu'au bout, c'est-à-dire assume et fais pas reposer aux autres, sur les autres, la faute complète de ton acte. Tu sais. Mais oui, il y a des suicides que j'admire, qui sont même des cris pour dire la vie. Là. Il y a des suicides qui sont pas des actes de mort nécessairement. Il y a des suicides politiques. Il y en a toutes sortes. C'est ça qui m'a frappé aussi quand je me suis mis à travailler. Comment il y a une diversité. C'est difficile de parler du suicide. Il y a des suicides. Il y a des centaines et des centaines de raisons pour se suicider. Des questions particulières. OK, merci beaucoup. Merci. Bonjour Marc, je m'appelle Alain. Je suis un homme lettré, c'est-à-dire que moi aussi, il m'arrive d'écrire. Je suis pas fait de bouquins encore. Je compose surtout des chansons. J'ai lu. Je suis pas un gros liseux, mais quand je lis, je lis. Et puis j'ai lu des histoires de personnes qui ont donné leur vie, qui se sont suicidées sous forme de don total pour une cause. Ou une cause politique ou religieuse, peu importe, ou guerrière. Tu sais. Les Japonais se suicidaient en bonsaï avec leur avion dans un but de remporter la victoire, peu importe qu'ils meurent ou non. Qu'est-ce que tu penses des gens qui vont se suicider ou qui vont donner leur vie entièrement pour une cause? Quelle est ta pensée philosophique face à ce don de vie ou à ce suicide, entre guillemets? C'est une question très embêtante parce que, effectivement, comme disait tantôt la question de l'admiration, est-ce qu'on peut admirer, par exemple, un kamikaze japonais qui se tue pour sa patrie? OK? Est-ce qu'on peut admirer Martin Luther King? Qui avait eu je sais pas combien de téléphones comme quoi on allait le tuer, puis qui continuait quand même.
Moi, je pense que oui, on doit admirer ces gens-là pour une raison, pas parce qu'ils se suicident, pas parce que j'appellerais ça un suicide. Je dirais, je les admire parce qu'ils ont la foi. Ça a l'air niaiseux utiliser ce mot-là aujourd'hui, là, mais ça me paraît très important. On les admire parce qu'ils ont la foi. Ils croient profondément en quelque chose, que ça soit la justice, que ça soit l'égalité entre les individus dans une société. Et ils sont prêts à mourir pour cette idée. Tu sais, Georges Brassens, il avait écrit une chanson qui disait « Mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente ». Parce qu'il y en avait un autre qui disait que ça valait la peine, c'est Aragon, je pense, qui avait écrit un texte qui s'appelait « Mourir pour des idées ». Mais je pense que oui, on doit admirer ces gens-là. Puis je suis pas sûr qu'il faut appeler ça un suicide. Il faut appeler ça la foi. De toute façon, ça prend une certaine forme d'aveuglement pour vivre dans la foi. Mais la foi, c'est quoi? Croire, c'est quoi? C'est avoir confiance en la parole d'un autre. C'est juste ça. Même à l'intérieur du christianisme, à l'intérieur de la religion, la foi, c'est quoi? Avoir confiance en la parole du Christ, qui a dit quelque chose comme « aimez-vous les uns les autres », puis je crois à ça, puis j'essaie de le réaliser dans ma vie. Tu sais? Moi, je pense que les gens dont tu parles, c'est des gens... Mais il y a des foi aveugles, il y a des foi dangereuses. Les intégristes, c'est une foi... douteuse parce qu'elle n'est plus une foi réfléchie. Toute foi vaut la peine si elle est réfléchie. C'est-à-dire que si elle ne met pas à l'écart de l'individu sa liberté d'être capable de penser ce pourquoi je fais. Je ne réponds pas aux ordres d'un maître qui me dit tu te mets des bombes autour de tout le corps, tu rentres dans un bar puis tu te fais sauter. C'est une chose. Je suis pas sûr que mon admiration est du même niveau. Salut Marc, mon nom c'est Serge. C'est un peu dans la même veine la question, là. Généralement, un suicide, c'est l'aboutissement d'une longue souffrance. Mais cependant, les gens qui souffrent, ils ne passent pas tous à l'acte comme tel, mais comme psychologue, là. Philosophe, je veux dire, comme philosophe, quelle explication peux-tu donner à une telle énigme? Pourquoi il y en a qui passent à l'acte? Qui souffrent, ouais, mais qui passent pas nécessairement à l'acte, puis d'autres, ben, ils passent. Je te dirais dans un premier temps que moi j'ai l'impression que c'est la preuve de la terrible complexité de chaque humain. Il y a des humains qui ont presque pas souffert ou qui ont, à nos yeux, une souffrance mineure puis qui vont... Moi je trouve ça triste, un gars qui a 17 ans qui se suicide par peine d'amour. Je veux te dire, je trouve ça triste parce qu'à 17 ans, là, c'est pas vrai que t'as vécu tout l'amour que tu pouvais vivre. Il te manque encore bien des bouts. C'est sûr que ça fait mal une peine d'amour, on le sait tout. Mais je trouve que c'est une souffrance qui, sans être légère, c'est une souffrance qui devrait pas nécessairement conduire au suicide. Par manque de vécu, c'est ça? Manque d'expérience. Je veux dire, au cégep, ça m'arrive de rencontrer des jeunes, tu sais, bon, le gars, sa chum, elle l'a quitté, là, puis on dirait que l'univers s'écroule. Je comprends. C'est sûr qu'on pense ça. Mais y dire tout simplement, des fois, à ce gars-là, attends une minute, donne-toi du temps devant toi. Peut-être que la vie, là, elle te réserve des affaires encore plus belles que tu... Ça se peut pas qu'à 17 ans, tu aies tout vécu le beau qu'il y avait à vivre. Fabrique-en d'autres du beau. C'est sûr que de l'extérieur, c'est toujours facile de dire ça. Mais l'humain, puis ça, des fois, je dis ça à mes étudiants, là, sans qu'on parle du suicide, je trouve qu'on le dit plus jamais dans nos sociétés.
l'humain est un fabricant de beauté. Il peut être un fabricant de beauté. Et quand tu fabriques du beau, c'est pour le partager avec les autres. Puis, il me semble que il y en aurait moins de souffrance si on se rappelait ça plus souvent. Parce que la souffrance, c'est pas, tu sais, moi, la personne qui est atteinte d'un cancer, puis qui reste 3 semaines, puis qui demande qu'on abrège ses jours, on appelle pas ça du tout un suicide. Puis ça fait partie de l'euthanasie. Il y a quelques années, on disait encore que c'était des suicides. C'est plus du suicide. Je veux dire, qu'est-ce qui te reste à vivre? Il te reste à vivre de la souffrance, plus de la souffrance, puis encore plus de souffrance. Comme disait il y a un philosophe qui s'appelait Schopenhauer, tu sais, dans un cas comme ça, il y avait une phrase bien méchante, tu sais, c'était « Aujourd'hui est mauvais, demain sera encore plus mauvais jusqu'à ce que le pire arrive. » Tu sais, quand tu te restes juste ça à vivre, bon, ça c'est une chose, mais effectivement, je ne comprends pas, et ça, je dois dire que je suis pas capable de répondre entièrement à ta question parce que je trouve que l'humain est d'une complexité majeure. Il y a des gens devant de petites souffrances qui vont aller directement vers le suicide. Il y en a d'autres qui vont être capables d'en prendre toute leur vie, puis ça leur effleurera même pas l'esprit que je devrais mettre la fin à mes jours. Tu sais. C'est très, très, très complexe. Moi, là, je vais te dire, j'ai écrit 160 pages là-dessus. Je suis allé fouiller à peu près chez une quarantaine d'écrivains suicidaires pour voir ce qu'ils avaient pensé là-dessus. Au bout du compte, je dirais c'est 160 pages d'hypothèses, 160 pages de questionnement, puis il resterait 10 300 pages encore à écrire, tu sais, à repenser. De toute façon, y a-t-il quelqu'un sur la terre d'une génération à l'autre, puis ce serait peut-être plate que ça nous arrive, que quelqu'un arrive puis qu'il vienne nous dire « Bon, ben arrêtons de penser, le sens de la vie, je l'ai trouvé. » Comme philosophe. Je pense qu'on partira à rire. C'est une question qui doit tous nous traverser, puis on doit y trouver des réponses, on doit y trouver des réponses ensemble, puis on doit y trouver des réponses pour soi. De toute façon, on aime votre contribution aujourd'hui. Ben, merci. Bienvenue parmi les souverains. Merci. D'être venu. Il fait froid, il est cassé, son diplôme, son papier, à côté le long d'un mur, il cherche un peu d'azur. Dans la police profile, ou bien il fait la file. Il y a des rêves qui brûlent au fond de sa poitrine. Journée d'Amérique, journée d'Amérique, journée de silence, journée d'impatience, journée sans travail, journée de cobaye, journée de soupir, journée de désir. Le vent qui mord, 15 ans d'effort, du mauvais sens, besoin d'argent, un billet de loterie, le million du samedi. Y a déjà tout prévu, y aura même du surplus. Pour les proches, les parents, des douceurs, du beau temps, une retraite au soleil, terminus il se réveille. Journée d'Amérique, journée d'Amérique, journée de silence, journée d'impatience, journée sans travail, journée de cobaye, journée de soupir, journée de désir. Il y a des rêves qui brûlent au fond de sa poitrine quand il s'ennuie. Il y a des rêves qui brûlent au fond de
d'impatience, journée sans travail, journée de cobaye, journée de soupir, journée de désir, journée d'Amérique, journée d'Amérique, journée de silence, journée d'impatience, journée sans travail, journée de cobaye, journée de soupir, journée de désir. Vous avez écouté la première partie de cette rencontre entre les souverains anonymes, les détenus de la prison de Bordeaux à Montréal, et Marc Chabot, philosophe et auteur du livre « En finir avec soi » sur le suicide. Ont participé musicalement à cette émission Richard Séguin, Lorena McKennett. La semaine prochaine, au même heure, au même poste, vous écoutez la suite de cette rencontre. On n'a pas terminé, on n'a pas fini de parler du suicide. À la prise du son, Steve Roy, Souverains Anonymes, une émission de Mohamed Lotfi. Nous assumons tous nos peines, noirs et blancs dans le même système. Derrière des murs, café crème, nous souverains anonymes, nous sommes capables de réflexion, capables de rêve et d'illusion, d'amour, passion, sensation. Nous souverains anonymes, de respect tous, nous sommes dignes. Le passé passe, maintenant l'espoir. Rien, plus rien ne sera plus pareil. Rien, plus rien ne sera plus pareil. Un chat, un chien, un autobus, moto, auto, Nous assumons tous nos peines, noirs et blancs dans le même système.